Bienvenue à tous. Au nom de l'équipe ICF Hauts-de-France, je suis vraiment très heureux de vous retrouver tous, de vous voir tous. Ça fait une belle émotion en fait de ces 50, on est combien là? 54. Bah, finalement, c'est chouette. Donc déjà, merci d'être là à chacun. Je commence par remercier chaleureusement nos intervenants, Michael Zipper et Della, qui vont intervenir tout à l'heure, ainsi que Max Bellemans. Je remercie évidemment toute l'antenne ICF des Hauts-de-France et ainsi que ICF France. On est ravis de vous voir et de démarrer en fait ce voyage ensemble. Ce premier voyage, en fait, on voulait vous partager un peu le pourquoi on fait ça aujourd'hui. L'année dernière, on avait travaillé sur l'un des thèmes de la dualité avec l'arnaque du siècle et les ailes du désir. Ça nous avait mis en énergie. Et de cette énergie, en fait, on a avancé, cheminé avec toute l'équipe ICF sur quelle pouvait être la suite. Et on est tombé sur ce thème de la dualité, de l'exploration de ces dualités. Et donc, aboutit aujourd'hui ce voyage. Et sans plus attendre, je vais vous passer la parole à Sybille, qui va vous expliquer un peu le cheminement de ça. Alors, bonjour à vous. Alors, une partie de l'antenne, en effet, s'est réunie plusieurs fois de manière assez créative pour le thème de la journée d'études 2021. Journée d'études qui se passe d'habitude en janvier, mais on vous expliquera ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on a souhaité, c'était vraiment ouvrir le champ des possibles, puis resserrer, faire l'entonnoir jusqu'à choisir ce thème autour de nos dualités en coaching. C'est un sujet qu'on a trouvé inspirant, récurrent, et donc la question était comment pouvons-nous questionner avec nos clients ces dualités pour en faire alliance? Alors, pour le format, c'était impossible de remettre une journée d'études classique sur janvier. Et donc, notre cheminement nous a amené à sécuriser et donc démarrer en distanciel, en espérant que le présentiel soit possible en juin. Présentiel qui nous a semblé indispensable d'associer au distanciel pour avoir de la convivialité, nous retrouver. C'est vraiment un besoin important qui a été remonté par toute l'équipe. Et merci à tous pour cette préparation et le temps que vous y avez consacré avec nous. Alors, la conception du voyage, ça y est, on y est. La trame de notre escale en Zoom sera la même. D'abord, un intervenant, une intervenante qui vont nous faire une entrée en matière, qui nous fera prendre de la hauteur sur le sujet. Ensuite, ça nous a semblé indispensable. Merci à tous nos coachs de nous partager comment vivre la dualité présentée dans la conférence. Vous m'entendez? On me dit que c'est instable. Oui. Bon, alors pour cette fois, nous avons voulu que le thème de ce matin soit assez large pour nous permettre de nous plonger ensuite de plus en plus finement dans ce voyage en connaissance de cause. Je passe la main à mon amie Francine, avec qui nous avons beaucoup bossé pour préparer ce Alors, voyage. je ne vois pas Michael et Della en est là. Derrière. Ah, voilà. Bon. Bonjour Michael et Della. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Je suis particulièrement heureuse de vous présenter et de partager avec vous tout ce qui va être dit aujourd'hui sur le domaine de la dualité. Alors, j'ai rencontré Michael et Della il y a 2 ans et c'est une rencontre qui a changé mon regard, qui a transformé ma vision de la dualité. L'enseignement de Michael et Della nous conduit à expérimenter, à saisir ce qui est duel, ce qui s'oppose en nous dans chaque événement, ce que nous projetons dans le réel et dans notre quotidien. Leur ouvrage écrit à 4 mains, qui s'intitule « Et si tu étais la vie », paru en 2019, est une méthode originale, unique, légère et profonde à la fois, de ce qui fait obstacle, de ce qui favorise la naissance d'un regard libre et clair sur la réalité. Della et Michael sollicitent la tendresse de notre cœur,
face à ce qui sépare, ce qui divise et ce qui oppose. Alors changeons nos lunettes, écoutons les oreilles grandes ouvertes, élargissons notre perspective au-delà des apparences et prenons conscience du jeu de la dualité et de ses pièges limitatifs. Il ne sert à rien de nous définir, d'affirmer avec force nos points de vue. Nous sommes potentiellement tout et son contraire. Alors, amusons-nous, voyons ensemble comment l'unité joue à être deux pour s'expérimenter et donner du fil à retordre à notre personnage. Voilà, je donne la parole à Michael et Della en les remerciant par avance de leur participation. Tu veux commencer? Ok, donc nous, on va tenter de vous proposer une perspective peut-être un petit peu différente. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ouais, d'accord. Peut-être un peu différente, inhabituelle, et qui propose un regard, la possibilité d'un regard libre sur l'expérience humaine, sur la réalité, sur la vie. Alors, l'hypothèse de départ avec laquelle on travaille, et on dit que c'est une hypothèse parce que tant qu'on ne l'a pas vérifiée et expérimentée à l'intérieur de soi, ça reste impossible, ça reste impossible, ça reste une hypothèse. Et le but n'est pas de se rajouter une croyance, hein, de rajouter une croyance dans son sac à dos, aussi belle la croyance soit-elle, mais d'expérimenter cette hypothèse pour voir si elle est vraie pour nous. Alors cette hypothèse, c'est laquelle? C'est que la vie, c'est que tout est un, c'est que la vie est un champ unifié de conscience et qu'il y a une seule conscience, hein, unique, qui se vit à travers chacun de nous. C'est une conscience qui est illimitée, et puis elle est silencieuse et elle est par elle-même heureuse. Et cette conscience qui s'expérimente à travers le vivant, dans ce plein potentiel, elle va s'identifier. Et chez l'être humain, elle va s'identifier à notre personnage, à qui l'on croit être, et elle va vivre cette grande aventure d'être soi, de se prendre pour un individu séparé. Alors, donc ça, c'est comme l'hypothèse de départ. Et dans cette hypothèse de départ, il y a c'est une grande découverte qui peut être faite, c'est que la séparation, la dualité, elle est créée à l'intérieur de nous et elle est recréée à chaque instant. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose, on n'est pas damné ou condamné avec la dualité, la séparation, puis toute cette dualité. Toutes ces dualités qui s'enchaînent en cascade et qui deviennent de plus en plus compliquées. Est-ce qu'on va manger ce matin? Est-ce qu'on va manger bio, pas bio? Est-ce qu'on va téléphoner ou pas téléphoner? Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre ombre et notre lumière? Donc il y a une cascade comme ça, il y a un labyrinthe de dualité qui se complexifie. Mais au départ, la séparation intérieure, elle est créée à l'intérieur de nous, dans l'instant, et elle est recréée à chaque instant. Alors, le cadeau de cette possibilité, c'est que c'est possible aussi dans l'instant de prendre conscience de cette création de la dualité à l'intérieur de nous et de s'en libérer. Et c'est possible dans l'instant, et c'est possible à chaque instant. Et donc, c'est possible maintenant et encore maintenant. Alors, nous, on travaille avec ce qu'on appelle les gardiens de la séparation. Les gardiens de la séparation, ce sont symbolise ces mécanismes intérieurs qui créent la séparation à l'intérieur de nous. Alors, la conscience, très tôt dans la vie, elle va s'identifier à moi séparé, au moi du corps. Et ce moi séparé, c'est pas un concept philosophique, hein. Tout le monde dit moi. Si je dis Emmanuel, il va dire moi, oui, moi Emmanuel, donc moi Michael, moi Francine, moi Paul, enfin, Nicolas, Delphine, etc. Donc, c'est tout simplement moi. Hein, chacun se ressent être moi, comme dans la chanson, je pense qu'il dit il y a 500 millions de Chinois et moi et moi et moi, ben, c'est ce moi-là. Ce moi, c'est le moi du corps, il se sent fragile, il se sent en danger, en survie, et donc il va s'entourer très tôt dans la vie de mécanismes de protection.
c'est ce qu'on appelle les gardiens de la séparation. Ces mécanismes de protection qui vont protéger le moi, et en protégeant le moi, ils vont renforcer l'impression de séparation. Donc, ils font bien leur travail. Plus on se sent séparé, plus les gardiens de la séparation, ils ont bien fait leur travail. Alors, c'est un peu un paradoxe, parce qu'au départ, ils sont là pour nous protéger, on les a engagés, ils sont à notre service, mais ils font tellement bien leur travail qu'on se retrouve dans une séparation renforcée, parfois même dans un bunker, et on a envie d'en sortir. Alors, au départ, ils sont nos alliés, mais à un moment, on a l'impression qu'ils sont devenus des ennemis. Alors, une partie du travail, évidemment, c'est de prendre conscience de ces mécanismes de séparation. Sinon, on a juste l'impression d'être pris dans une complexité. C'est difficile de s'en sortir. Donc, la première partie du travail, c'est de prendre conscience. Puis, la deuxième partie du travail, qui est très importante aussi, c'est de ce dont on prend conscience, de le regarder avec amour. Parce que ces mécanismes de protection, même s'ils nous font aujourd'hui souffrir, ils sont là pour nous protéger. Ils émanent d'un élan d'amour et de protection. Donc, le regard qu'on va porter dessus, non seulement il y a une prise de conscience, mais c'est important qu'il y ait un regard qui soit doux, qui soit un regard d'amour, un regard de compassion. Et en général, si c'est difficile de regarder avec compassion, ce qui est en nous, c'est qu'il y a un gardien qui s'interpose. C'est le gars, il est assez connu, c'est ce juge intérieur qui, chez l'être humain occidental, est sans doute le plus grand, l'ennuyant numéro un, qui a toujours une manière de trouver que ce qu'on a fait, c'est pas tout à fait comme ça, etc. Donc, lui aussi, il émane d'un élan d'amour. On a un élan de faire bien, voilà. Mais à force, il devient très contraignant. Alors, donc ces gardiens de la séparation, ils renforcent la séparation, puis ils nous font rentrer dans une complexité. Alors, comment ça marche? On a essayé, comme on a un quart d'heure, 20 minutes avec vous pour parler de tout ça, de le faire, d'aller à l'essentiel. Donc, il y a différents mécanismes qu'on peut classer en 4 catégories. Est-ce que j'y vais ou je continue? Tu vas? Non, vas-y. C'est bon. Ok, d'accord. Alors, le premier, ce sont tous les mouvements d'opposition à la vie. Les mouvements d'opposition, ça veut dire, on se lève le matin, on n'a pas envie de sortir de son lit, il y a quelque chose qui dit non. Il pleut, ça dit non. On a mal au dos, ça dit non. On a appris qu'on avait un cancer, ça dit non. Le de café est trop froid, ça dit non. On ne nous a pas parlé sur un ton comme ça nous convenait, ça dit non. Il y a un mécanisme d'opposition, et c'est un gardien, c'est un mécanisme de protection qui s'oppose constamment à l'instant tel qu'il est. Alors, ce mécanisme d'opposition, il va juste renforcer la séparation. Parce que sinon, il y a juste la réalité telle qu'elle est, c'est simple. Et puis, on peut tous faire l'expérience de ces moments où on ne s'est pas opposé, ça n'a peut-être pas fait notre affaire, mais on ne s'est pas opposé, puis c'était simple. Ou on traverse la rue, quelqu'un nous insulte, on le regarde, on est dans une bonne journée, il fait juste beau, on se rend compte qu'il est malheureux, ça ne nous fait rien, il n'y a pas d'opposition. Donc, le premier mécanisme des gardiens pour renforcer la dualité intérieure, c'est de s'opposer à l'instant tel qu'il est. Et ça, ce n'est pas mental, c'est instinctif, ça dit non. Il y a quelque chose qui dit non à l'intérieur, c'est intéressant d'apprendre à prendre conscience de ce mécanisme. Et ça demande un petit reformatage pour se rendre compte que ce gardien-là, ce n'est pas nous, c'est juste une habitude et on peut en être libre. Alors, on peut se surprendre souvent au cours de la journée à refuser ce qui est. Mais la folie de ça, c'est qu'on refuse ce qui est déjà. Mais il pleut déjà. On nous a insultés, mais on nous a déjà insultés. On a mal au dos, mais on a déjà mal au dos. Donc, avec un peu de clarté, on peut se rendre compte que ce refus, il ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on refuse qu'on va être plus apte à poser l'action juste ou aller vers comme on est ici dans un contexte de coach, aller vers une action de changement. On n'a pas besoin de refuser ce qui est déjà pour aller de l'avant. En général, ça fait juste qu'on va broyer du noir, on va broyer une énergie qui est ni agréable pour nous, ni agréable pour les autres. Donc ça, c'est ce premier mécanisme d'opposition. Le deuxième, et ça se fait très vite, c'est hop, ça arrive comme ça. Le deuxième mécanisme
qui crée de la séparation à l'intérieur de nous, c'est un mécanisme d'appropriation. Il y a un ressenti de mal au dos, il y a un ressenti de tristesse, et les gardiens, ce qu'ils vont faire, ils vont nous faire croire, ah ça c'est moi qui vis ça, c'est mon vécu, c'est ma souffrance. Donc on va s'approprier, on va saisir, il y a un mouvement de saisie à l'intérieur de nous qui fait qu'on va s'approprier le vécu. Donc au lieu qu'il y ait simplement, tiens, de la colère, de la tristesse, de la joie, c'est ma joie, c'est mon vécu. C'est ma vérité, c'est mon point de vue. Il y a quelque chose qui s'approprie et qui se solidifie à l'intérieur de nous. Et en s'appropriant, juste on augmente l'impression de dualité. Sinon, il y a cette possibilité de voir, ah, il y a quelque chose qui émerge. Ah, il y a quelque chose qui émerge. C'est d'ailleurs un peu la pratique méditative. On apprend à voir que les choses émergent et qu'elles passent. Et sans s'approprier. Dans le zen, on dit ne pas saisir. Sans saisie. Donc ça, c'est un deuxième. Alors, c'est intéressant, on peut le voir. On va au cinéma, on était à la toilette, on revient, on a pris notre place. Mais ça, c'est ma place. C'est ce sentiment, c'est à moi. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce mécanisme. Et, et à partir du moment où on peut le voir, on peut s'amuser avec, rire avec, plutôt que s'identifier. Excusez-moi. À ce moment-là, il y a pas, la séparation, elle n'est pas créée dans l'instant. Donc, c'est tout simple. L'appropriation, elle a cette particularité forte de si l'appropriation existe, donc si c'est à moi, il y a cette dualité à tout ce qui est à moi et tout ce qui n'est pas à moi. Donc, ça ajoute très, très fort à contribuer à la dualité qu'on perçoit dans nos vies. Tout à fait. Le troisième mouvement des gardiens, alors ça c'est absolument magistral, c'est la projection de la cause de notre souffrance à l'extérieur. Donc ça, les coachs, thérapeutes, on travaille avec ça, on connaît ça. C'est intéressant de voir l'ampleur de ce jeu absolument extraordinaire. Donc, il y a des moments, c'est assez évident. Par exemple, on a une blessure d'abandon. On va projeter la cause, c'est toi qui m'as abandonné, il m'a abandonné. Alors, on sait en coaching, en thérapie, on peut retrouver cet espace où il y a une blessure d'abandon, je vis de l'abandon, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, ça peut être vu comme ça, mais c'est aussi dans toutes les petites choses de la vie. Par exemple, oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Le confinement, j'en peux plus. On a projeté et la cause de notre état intérieur sur le confinement, sur ça m'énerve, cette télécommande, elle ne marche pas. Ça m'a vraiment fâché ce qu'il a dit. Donc on continue, même dans les petites choses, à jouer à cette dualité, à nous faire à adhérer à cette idée que c'est le comportement de l'autre qui détermine notre état intérieur. Alors ça, si on peut arrêter de jouer à ce jeu-là, mais c'est sûr que c'est un jeu... Comment? Mon téléphone. Pardon? Il est là, dehors, là. Je m'en sers. Mais oui, mais je vais regarder si Max t'a envoyé un message. Si Max... Je vois rien, j'ai plus rien, j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Ah. Putain, mon micro. Voilà. Vous ne coupez pas vos micros. Ça, c'est un jeu vraiment palpitant de voir. C'est assez addictif d'adhérer à ce jeu que c'est l'autre qui détermine mon état intérieur. Donc, l'invitation, et là, c'est une invitation assez radicale, ça va être d'arrêter de jouer à ça. Alors, par exemple, on est dans un couple, le monsieur arrive et le visage est un peu fermé, la femme, ou inversement d'ailleurs, la femme réagit, ou peu importe, ça peut être deux hommes, deux femmes, c'est pas important. Donc, c'est lui qui me fait vivre ça, c'est elle qui me fait vivre ça. Et l'invitation ici, ça va être de retrouver cette souveraineté intérieure en coupant la causalité. Couper la causalité, ça veut dire se dire à l'intérieur de soi, c'est pas l'autre, c'est pas la situation qui crée ce que je vis. Ça, c'est très fort, c'est extrêmement puissant parce qu'à ce moment-là, je reconnecte avec mon pouvoir intérieur de changer mon état intérieur avec ma souveraineté, de retrouver à l'intérieur de moi cette possibilité
de retrouver la paix, de reconnecter à cette paix sous-jacente qui est toujours là. Mais si j'adhère à cette idée que l'autre est la cause de ce que je vis nécessairement dans la dualité. Il n'y a pas véritablement d'issue, ce n'est pas possible de retrouver cette unité sous-jacente qui est toujours, qui est là, elle est plus proche que notre propre souffle, mais les gardiens de la séparation nous font toujours passer au-dessus. Hein. Donc c'est comme un cheval qui fait une course avec des... comment est-ce qu'on appelle ça qui passe au-dessus des obstacles comme ça. Hop, on passe toujours au-dessus, toujours au-dessus, toujours au-dessus, toujours au-dessus. Et on court, on va très vite. Donc, l'invitation, ça va être de juste s'offrir le cadeau. OK, et si je coupais la causalité maintenant? Alors, j'ai cette possibilité de vraiment reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur, indépendamment de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas être dans la transparence, dire ce que je sens, être authentique. Tout ça, c'est OK, mais en prenant complètement la responsabilité de ce que je vis, et là, c'est à 100%. Si on a envie vraiment de retrouver l'unité à l'intérieur de soi, c'est à 100%, ce n'est pas 99%, donc ça, c'est radical vis-à-vis de soi-même. Alors, par exemple, dit oui, mais je ne peux pas lui dire parce que je ne veux pas lui faire de mal, ou je ne veux pas qu'elle souffre. Alors, ça, c'est intéressant. En fait, si on coupe la causalité, c'est pas je ne veux pas lui dire parce que je ne veux pas qu'elle souffre, ce qui est un bel élan du cœur par ailleurs. Hein, on n'a pas envie que notre existence soit cause de souffrance pour les autres, d'accord? Mais en fait, si on coupe la causalité, ça veut dire je ne veux pas lui dire parce que je ne veux pas ressentir ce que ça me ferait, ce que je ressentirais à l'intérieur. Je ne veux pas ressentir la souffrance que j'aurais face à la sienne. Donc, si je coupe complètement la causalité, on utilise l'autre comme un prétexte pour ne pas rencontrer la difficulté d'oser complètement exister et de ressentir ce que ça nous fait de voir l'autre souffrir. Donc ça, c'est couper la causalité, c'est très fort. Et puis, finalement, donc on a eu l'opposition. Oh non, ne me dis pas, c'est pas vrai là. Macron, il a refait un confinement, ou c'est pas vrai, il n'a pas confiné assez. Ça dépend selon dans quel cas on se trouve. Donc ça, c'est le non. L'appropriation, c'est c'est moi qui vis ça, c'est mon vécu. Ou c'est ma vérité, hein. Ça peut aussi être assez serré. La projection de la souffrance, de la cause de la souffrance à l'extérieur, et finalement, l'adhésion au foisonnement absolument extraordinaire d'histoires auxquelles on adhère. C'est histoires qui n'ont, si on regarde avec clarté, qui n'ont en général ni queue ni tête. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont ni queue ni tête? Parce qu'elles sont basées en grande partie sur des suppositions. En fait, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on avance, mais comme on dit en anglais, who cares, on s'en fout, on y va. On n'est pas vraiment sûr. Il y a des jugements, c'est-à-dire qu'on s'est permis de juger. Il y a des généralisations, les hommes, les femmes. Il y a une extension sur la ligne du temps. On présume que ce qui est là maintenant sera là demain. Donc, on se raconte toute une... il y a des croyances. Donc, on se raconte toute une série d'histoires auxquelles on adhère. Et là, on est rentré dans le merveilleux film de notre vie dont on est le héros. Et si on est sur un chemin intérieur, si on n'est pas sur un chemin intérieur, on est juste le héros, soit de victorieux, soit de défait de notre vie. Si on est sur un chemin intérieur, on est un héros qui se questionne. Et l'invitation plus radicale, c'est de découvrir que le héros de notre vie, c'est pas moi, c'est la vie, c'est la conscience qui vit cette vie, qui vit cette identification au personnage que je crois. Et donc, ces 4 mouvements d'opposition, d'appropriation, de projection de la cause de la souffrance et d'adhésion aux histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et alors, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en général, quand on a une histoire, l'histoire qui n'est qu'une manière d'éviter de ressentir le ressenti brut, le vivant de l'instant. Les gardiens s'opposent tellement, par exemple, à l'abandon, à la trahison, à la solitude, au rejet, peu importe, qu'ils vont... Donc, ils s'opposent, en même temps, ils s'approprient, ils projettent la cause à l'extérieur et puis ils vont
se raconter une histoire et on va aller trouver des alliés. Donc, ce qu'on appelle, on a un gardien de la coalition, on va aller trouver d'autres êtres humains qui partagent les mêmes croyances, les mêmes histoires, et on va les prendre, enfin, avant le confinement, pour aller boire un verre avec eux et raconter, et jusqu'à on arrive à une adhésion. Alors là, quand on a l'adhésion, puis tu te rends compte, et ben oui, tout à fait, ben moi aussi, j'aurais pas, tu comprends, etc. Et là, évidemment, on retrouve un semblant d'unité. On goûte un petit peu d'unité dans une histoire qui est partagée, mais ça n'a pas la satisfaction, le contentement de cette unité plus profonde qui est à l'intérieur de nous. Ceci dit, c'est beau aussi d'être à l'écoute de quelqu'un, de l'entendre, parce qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait d'écouter l'histoire avec le cœur, d'être là pour l'autre, etc. Donc ça, c'est l'amour. Là, voilà, on se rapproche un peu plus du cœur. Donc ça, ce sont en gros les grandes manières de cette création de la dualité et qui est recréée à chaque instant. Alors, je pense que j'ai pris déjà du temps, sinon je n'ai pas encore fini mon petit, peut-être. Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on termine? Francine? J'entends pas. Il y a encore un petit peu de temps, c'est jusqu'à... Parfait. Est-ce que tu peux aller sur la peur, sur les deux peurs? Oui, je veux bien. Donc, Michael a parlé des quatre principaux mouvements de séparation, donc des principaux mouvements vers la dualité. Ici, on parle d'une dualité fondamentale. Hein. C'est à partir de qui on croit qu'on est, on crée cette dualité. Hein. C'est tout ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, ce qui est OK pour moi dans l'opposition, ce à quoi je m'oppose ou ce à quoi je ne m'oppose pas. La causalité, c'est plus par rapport à l'extérieur, on va dire. Il y a vraiment, comment je peux dire, il y a une cause extérieure à ce que je vis ou il y a même une cause intérieure à ce que je vis. C'est la dualité du monde intérieur. On joue à créer des liens et ensuite on suspend le tout sur une ligne du temps, l'histoire de ma vie. Hein. Donc, c'est la façon de fixer en fait le vivant dans une histoire. Hein. On fixe le vivant. Donc, c'est notre façon de sécuriser le moi. Et de survivre à cette vie où il y a tellement de mystères, où il y a tellement de questions. Hein. On va créer un monde connu à partir de cette dualité fondamentale. Plus profondément, il y a à l'origine, en fait, de ce jeu, en 4 étapes, il y a les deux peurs fondamentales. Les deux peurs fondamentales du moi qui débarque ici et qui oublie, en fait, qui fait partie de ce champ unifié. Le moi qui arrive ici, en fait, qui est aux prises avec à la fois la peur d'exister d'un côté et la peur d'être annihilé de l'autre côté. Donc, entre ces deux peurs, le moi, au moins, il y a le sentiment d'exister, il y a une tension d'existence parce qu'il y a toujours un positionnement à prendre entre la peur de mourir et la peur d'exister. Donc, comment on se positionne par rapport à la peur d'exister? Bien, comme on a peur d'exister en tant que vivant, en tant qu'âme libre ici, d'exprimer notre réalité de l'instant, bien, on va avoir tendance à sous-exister. On va avoir le gardien de l'infériorité qui nous arrive, qui nous habite, et puis qui dit, bien, t'es mieux de ne pas trop exister, de ne pas trop dire, de ne pas être trop authentique, de ne pas faire des pas vers le plein potentiel parce qu'il y a la peur d'exister en tant qu'âme, en tant que simplicité ici. Hein? Donc, c'est mieux de sous-exister. Ça, c'est le gardien de l'infériorité. Je vais juste rajouter quelque chose sur l'infériorité. Ce gardien de l'infériorité va aussi nous positionner en infériorité par rapport à notre vécu intérieur. Il y a une peur et tout à coup, ben, on va se sentir plus petit que la peur. Hein, donc, il va nous dire, ben non, je n'arrive pas. Il va nous faire sentir impuissants, petits, alors qu'en réalité, on est la vie, hein, on est l'existence, on est un plein potentiel. Et puis, ce gardien, il nous raccroqueville, nous fait sentir tout petit, mais c'est pour nous protéger. Donc, il va, pour éviter le risque de rencontrer et de vivre pleinement ce qu'on vit déjà, parce que la peur ou l'impuissance ou le doute, on le vit déjà, mais il va nous recroqueviller, il va nous positionner un petit peu en retrait. Hein, c'est comme un petit lapin là, qui rentre dans son terrier. Donc là, on est en sécurité.
ben, on est en sécurité, mais voilà, on peut mourir aussi dans son terrier sans avoir été jamais, sans être sorti et avoir été au grand air. Donc, ça, c'est le gardien de l'infériorité. Et il y a évidemment la peur d'être annihilé, elle vient avec la position inverse, donc la position de supériorité, puisqu'on a peur en fait de disparaître, il y a cette crainte de disparaître, bien, on va se positionner en supériorité, c'est-à-dire qu'on va se protéger, on va protéger notre cœur sensible à travers cette position de supériorité, d'être en contrôle de la situation, de vouloir gérer les choses et tout ça. Donc, on est en position de supériorité, de contrôle de la vie, plutôt que de laisser cette vie nous traverser et exister à travers tout ça. C'est ça. Donc, le gardien de la supériorité, on va se sentir supérieur à la vie. Hein. Ben, moi, j'ai bien le droit, ou supérieur par rapport aux autres. Hein. Et on va passer d'ailleurs d'un positionnement d'infériorité et de supériorité selon les situations ou dans les relations. Hein. Ça peut être un moment où on est en supériorité, un moment d'apprendre en infériorité. Et ce gardien de la supériorité, en fait, en nous faisant surexister, en nous confortant dans ce sentiment d'importance et de bon droit, eh bien, il nous coupe du cœur, en fait, de cet espace de grande vulnérabilité du cœur. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il y a cette crainte que si on va être le cœur ouvert, non protégé, non défendu, ben on va être annihilé. C'est comme si, ben là, si j'enlève mes armures, il y a une flèche qui va venir, elle va traverser mon cœur, et puis je vais être détruit. Donc, il nous protège comme ça. Donc ça, c'est la peur d'être annihilé. Et on oscille toujours entre la peur d'exister pleinement et la peur d'être annihilé. Et ce qui est beau, en fait, quand on fait le voyage vers ce cœur non protégé, on réalise en fait que plus on se laisse toucher, ben, moins il y a d'enjeux. Donc, on découvre cet espace qui est tout à fait invulnérable parce qu'on fait les pas concrets vers le fait de se laisser toucher. Tout à fait. Donc là, ça va être justement de réapprendre à se laisser toucher, être vulnérable. Et puis, face à la peur d'exister, ça va être justement de réapprendre à oser être, à oser vivre, à oser exister, à faire des petits pas. Il y a vraiment toujours une invitation à faire un petit pas qui est possible dans l'instant, plutôt que le grand pas qui nous semble impossible. Et enfin, pour finir, la peur d'exister avec son gardien de l'infériorité qui nous maintient un peu comme ça en retrait dans notre terrier, il nous protège du plein potentiel de la conscience, du vivant, parce que chaque instant est un plein potentiel. Alors un plein potentiel, ça ne veut pas dire qu'on peut se transformer en girafe, en lézard, ou que si on est en Belgique et dans l'instant d'après, on va être aux États-Unis, peut-être un jour ce sera possible. Bon, mais il y a un plein potentiel dans le contexte dans lequel on est, il y a un plein potentiel qui est tout à fait réduit par les gardiens. On oublie ce plein potentiel. Et en général, les gardiens vont nous dire, regarde, tu peux pas rester. Ils vont nous présenter deux possibilités qui sont insatisfaisantes. Tu peux pas vraiment rester dans ton travail parce que tu y crèves, tu peux pas vraiment partir parce que tu n'auras pas de sécurité financière. Et donc voilà, le plein potentiel est réduit à deux possibilités. Et ça, un statu quo. Et un statu quo. Et donc, ça, c'est la peur d'exister, où on vit en infériorité. Et puis, la peur d'être annihilé, avec le gardien de la supériorité, nous protège, comme Delal l'a dit, de ce cœur non défendu, et aussi encore plus intimement de cet espace de l'être, cet espace de la présence qui est sans enjeu, où il n'y a pas d'enjeu. Donc, en même temps, notre vraie nature, cette conscience, cette présence, elle est plein potentiel, et elle est aussi un espace d'ouverture sans enjeu et de silence. Et quelque part, en s'identifiant au moi séparé et en vivant cette vie du personnage que l'on croit être, on est comme à cheval sur ces deux peurs. Et l'invitation, ça va être de descendre du cheval, de se déposer et de découvrir et ce plein potentiel et cet espace ouvert, sans limite et sans enjeu de notre vraie nature. Voilà les amis, on a fait notre petit tour ensemble.
Merci, Michael. Merci, Della, pour ce partage très simple et en même temps très, très profond qui permet de remettre en lumière nos façons de fonctionner au quotidien, dans le réel. Et pour mettre un petit peu d'humour dans tout ça et peut-être revenir sur un point précis, le point commun entre tous les cons, c'est moi. C'est un peu ça. Entre tous les cons, c'est moi. Oui. Le point commun entre tous les cons, c'est moi. Et alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur éclaircir ça, en fait? Que le point commun entre tous les cons, c'est-à-dire celui que je mets en tant que con dehors, là, c'est moi. En fait, cette idée qu'il y a tous les cons, en fait, ça vient de l'évaluation, ça vient du juge intérieur, ça vient de cette opposition à la vie telle qu'elle est. Donc, c'est certain que ici, en étant ici en tant qu'être humain, on a des préférences, on a des affinités avec certains, moins d'affinités avec d'autres, mais cette séparation des uns avec les autres, elle est à l'intérieur de soi. Elle est dans le fait que nos préférences, on les a transformées en exigences parce qu'on a des croyances rigides de la façon que la vie devrait être. Donc, une personne, elle est OK parce qu'elle répond à mes critères rigides et elle n'est pas OK si elle ne répond pas à mes critères. Donc, ça, c'est intéressant de voir que cette opposition ou cette séparation, cette idée qu'on est devant des cons, ben, elle vient d'un refus intérieur face à la réalité telle qu'elle est. Et ce refus, en fait, il prend l'avant-plan sur la compassion du cœur qui est capable tout à fait de voir, d'ouvrir, d'inclure l'autre tel qu'il est. Donc, effectivement, de notre point de vue, la vie, elle est le miroir de cette séparation à l'intérieur de soi. Plus c'est ouvert à l'intérieur, moins c'est nécessaire, en fait, de créer des fermetures par rapport à la vie telle qu'elle est. Parce que la vie telle qu'elle est, elle est juste telle qu'elle est. Il n'y a rien à ajouter. En fait, tout ce qui s'ajoute, ce sont les commentaires de qui on croit être. Donc, c'est intéressant à regarder, à prendre le cadeau de retourner vers l'intérieur pour voir, mais qu'est-ce qui est touché à l'intérieur? Quelles sont mes croyances rigides par rapport à la vie? Alors là, on devient de plus en plus en harmonie avec la vie telle qu'elle est. Puis aussi, quand on dit tous les cons, ça procède, bon, il y a évidemment un jugement, mais ça procède plus intimement d'une opposition. Il y a quelque chose, quand on dit ça, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui s'oppose, et le gardien de la causalité nous fait croire que c'est un rapport avec l'extérieur, et si on coupe la causalité, c'est un rapport avec l'intérieur. On s'oppose à un ressenti intérieur qu'on projette à l'extérieur. Donc l'invitation, ça va être de nouveau que quand je dis tous les cons, si je ne m'oppose pas à ce que je vis, c'est quoi que je vis? Est-ce que je peux l'accueillir? Est-ce que je peux m'y ouvrir? Alors, avec simplicité, je reviens à la présence, je reviens à l'instant. Une question de Arnaud qui est posée dans le chat. Que se passe-t-il selon vous si par un exercice de représentation du monde, nous considérons que l'autre fait partie de nous et de notre expérience? Cela annule-t-il la dualité? En fait, c'est un peu effectivement, c'est un peu l'invitation d'imaginer que l'autre est une partie de soi, est une partie de notre monde, parce qu'effectivement, il fait partie de notre monde à partir de notre perception de ce qui se joue. Tu vois, il y a une évaluation, il y a quelque chose qui se met en place, et de la façon que ça se met en place, ben, ça nous montre quelque part notre monde intérieur, comment on interagit avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc oui, tout à fait. Le voyage de l'inclusion, pour nous, c'est un voyage important. C'est un voyage d'ouverture du cœur. C'est un voyage où on laisse tomber, on peut se permettre de laisser tomber l'évaluation pour se laisser toucher, se laisser reconnaître doucement le miracle qui est l'autre dans notre vie. Mm-hmm. Une autre question, en quoi, c'est Nicolas qui pose la question, en quoi
avons-nous peur d'exister? Quel est le réel danger que nous imaginons? Okay. Bon, ça, c'est peut-être pas posé par quelqu'un qui a cette peur-là dominante, je ne sais pas, parce que sinon, la question ne serait peut-être pas posée. Mais enfin, là, je fais une hypothèse. Le danger d'exister, c'est le danger comment je veux dire ça, d'être pleinement ici, d'exister pleinement au-delà des limites du personnage que l'on croit être. Hein, c'est d'exister sans masque, d'exister pleinement, de suivre nos élans, de dépasser le statu quo, de dépasser d'explorer au-delà de notre monde connu. Mais tout simplement en relation, ça peut être la peur de dire à l'autre. On a la peur, si on a la peur de dire, c'est une forme de peur d'exister. C'est la peur de dire à l'autre ce qu'on ressent. Donc, on va garder, on va avoir son monde intérieur, on va avoir ses fantasmes, on va partager à l'autre ce qu'on pense qu'il peut recevoir, on va partager à l'autre ce qui rentre dans les critères de l'autre. Donc, on va vivre il va y avoir un mur qui va s'installer. Donc, ça, c'est une forme de peur d'exister. Tu as d'autres exemples pour la peur d'exister? La peur d'exister, elle est souvent associée à ce qu'on appelle le gardien de l'harmonie. Donc, plutôt que d'être authentique et qu'il puisse y avoir des vagues, on va sous-exister, on va garder le statu quo pour préférer l'harmonie. Hein, donc, ça va nous permettre de rester dans cette sous-existence. Donc, il y a un gain. En fait, le gain, c'est celui de préserver l'harmonie. Et enfin, finalement, la peur d'exister, c'est la peur de rencontrer ce qu'on vit déjà à l'intérieur de nous. Donc, par exemple, on a peur quand on est seul le soir, chez soi, dans son lit, dans son appartement, il fait noir, on a peur. Et là, on va se positionner en infériorité par rapport à cette peur. Donc, on va pas se remettre debout et faire face et rencontrer cette peur en souveraineté. Allez, viens. Hein, on va se dire, oh, j'ai peur, non, je vais fermer la lumière, je prends mon revolver. Enfin, je pense que si on était aux États-Unis, je prends mon revolver, il n'est pas trop loin et tout, j'écoute les moindres bruits. Bon. Donc, on se positionne en infériorité, puis oh, il y a une peur, allons-y. Et ce positionnement en infériorité, cette peur d'exister, on peut la rencontrer aussi par rapport à l'abandon, par rapport au rejet, par rapport à la trahison. On va se positionner en infériorité. Donc, si on a, par exemple, la blessure d'abandon en infériorité, on va, avec la peur d'exister, on va sentir qu'on est petit, qu'on a besoin que l'autre nous remplisse. On a besoin de l'amour de l'autre pour combler notre manque intérieur. Si on a la blessure par exemple, de trahison en infériorité, on va toujours être dans cette peur que l'autre nous trahisse sans vraiment jamais se faire confiance. Donc, on va, est-ce que tu penses qu'il a une maîtresse? Est-ce que tu crois que je vais regarder dans son agenda? Mais je ne sais pas, mais en même temps, je ne le quitte pas. Donc, on ne rencontre pas vraiment notre vécu. Donc, ça, ce sont toutes des manières de rester, d'avoir peur d'exister, en fait. Une dernière petite question assez rapide. Si on veut progresser sur ce chemin de connaissance de tous ces mécanismes-là, finalement, est-ce qu'il ne suffit pas de regarder ce qui se produit dehors avec l'autre, ce que l'on projette dehors? Oui, ça c'est ce qu'on va dire, c'est le troisième mouvement, c'est le mouvement de la projection de notre monde intérieur sur l'extérieur. Mais ça, c'est déjà très puissant, mais c'est intéressant de regarder aussi l'opposition et l'appropriation. Okay, c'est plus intérieur. Okay. Il y a vraiment ces mouvements. Et si on veut, mais surtout si on a envie de progresser sur ce chemin de libération intérieure, c'est important de notre point de vue, hein, c'est juste notre point de vue, c'est important de se rappeler
l'hypothèse de départ qu'on est déjà la conscience. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devient, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, ce n'est pas parce qu'on va faire beaucoup de travail qu'on va être un bon élève ou sur notre chemin intérieur. Non, c'est important de garder à l'esprit, de s'ouvrir dans son cœur cette possibilité qu'on est déjà ça et qu'on l'a perdu de vue, mais on n'a pas à le mériter. Donc ça, et on va juste retrouver ce qu'on a toujours été. Mais ça, c'est un travail. C'est un travail, mais c'est un travail, mais ça peut être doux de garder à l'esprit que même si on ne le ressent pas, même si on a très difficile, et Dieu sait si nous, les êtres humains, parfois on a très, très difficile, de savoir que c'est un chemin de retour à la maison. C'est un chemin vers le cœur, en fait. Hein? Oui. C'est vraiment un chemin d'ouverture du cœur vis-à-vis soi-même et vis-à-vis les autres. Hein? Et c'est vraiment à travers le cœur qu'on peut se sentir relié, unifié. Merci vraiment beaucoup pour tous ces partages, pour ces exemples concrets, pour cet humour aussi. C'est pas parce qu'on va vers soi ou vers l'unité que l'amusement, l'humour ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Avec plaisir. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Bonne Au revoir. journée. Est-ce que je passe la parole à Manu et Sybille, peut-être? Oui. Sybille, tu es avec moi? On ne t'entend pas, Sybille. Ce que je me disais, c'est que pour l'instant, on a un petit peu de temps devant nous. Donc, s'il y a une ou deux questions encore, c'est intéressant. Sinon, on avait prévu une pause à 10 heures. Et ce que l'on se proposait, Manu et moi, c'était, si vous le souhaitez, c'est de vous mettre en petits groupes pour voilà, échanger pendant le temps de pause. C'est comme vous le souhaitez. Nous reprenons normalement à 10h10 avec Max. Ouais. Il y a une question qui est posée, peut-être Michael et Della peuvent y répondre. L'origine, il y en a certaines personnes demandent l'origine de cette approche. L'origine, ça veut dire? En fait, l'origine de cette approche, on enseigne, on enseigne la non-dualité depuis plusieurs années. Au fil des années, moi, personnellement, ce que je trouvais, c'est que j'étais confrontée comme à une ambivalence chez les gens. Donc, il y a cet élan d'émancipation, il y a cet élan de liberté et il y avait aussi, paradoxalement, la résistance qui était là et puis ce qui souvent mettait les bâtons dans les roues sur cette ouverture ou ce potentiel d'ouverture. Et puis, en fait, j'ai fait un rêve une nuit dans lequel il y avait un bâtiment de 5 étages et puis il y avait un homme au 5e étage qui criait par la fenêtre, venez m'aider, je suis prisonnier ici dans ma maison. Et donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée dans le rêve au 5e étage et puis à chaque porte, à chacun des paliers, à chaque porte, il y avait des gardiens qui nous empêchaient de descendre. Et puis, donc, dans le rêve, j'ai accompagné cet homme à déjouer les gardiens pour arriver à l'extérieur. Et quand on est arrivé au rez-de-chaussée, devant les 2 grandes portes qui ouvraient sur la jungle, l'homme s'est écrié « Garde, arrêtez-la, elle veut me sortir de chez moi ». Donc, j'ai trouvé que c'était une belle image, en fait, qui expliquait finalement, c'est nous-mêmes qui avons engagé nos gardiens pour nous protéger. Et donc, ça nous a beaucoup aidé à mettre une distance, finalement, par rapport à ces mécanismes-là pour pouvoir les observer et les aimer. Alors, à ce moment-là, on devient alliés dans le voyage, dans ce voyage. Donc, c'est à partir de là que tout le reste s'est bâti.
Francine, on t'entend pas, mais... Au micro, Francine. Je voulais savoir si vous étiez d'accord pour continuer sur un certain nombre de questions qui sont en train de se poser là dans le chat. Avec plaisir. OK. Alors, il y a Audrey qui pose la question suivante. J'ai une interrogation sur le questionnement intérieur de la décision à prendre ou pas de mettre fin à une relation. Quel est votre regard? Dans la relation, en fait, pour moi, un élément important, c'est l'authenticité. C'est de pouvoir dévoiler qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi et de voir aussi s'il y a l'espace à l'intérieur de soi, d'écouter qu'est-ce qui se passe chez l'autre aussi, hein, parce que c'est dans cet espace d'authenticité et d'ouverture que la réalité se dévoile. La réalité, c'est aussi la réalité de la relation. Est-ce qu'il y a l'espace pour exister? Est-ce qu'il y a l'espace pour écouter l'autre? Est-ce qu'il y a l'espace pour cette authenticité? Est-ce qu'il y a aussi l'espace de s'émanciper si l'élan est là? Ouais, donc, pour moi, la clé, c'est vraiment cette authenticité de voir, de déposer qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi et d'observer quelle est la réalité de la relation. Parfois, on va donner à l'autre le pouvoir d'exister et nous, de ne pas exister. Donc ça, c'est intéressant parce que si on dit que c'est à cause de l'autre que je me sens comme je me sens, ben, on a donné notre pouvoir à l'autre, hein? On a donné notre souveraineté à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de soi ou qui fait qu'on n'arrive pas finalement à exister soi-même, hein? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses en relation. C'est tellement riche comme potentiel d'apprentissage sur soi. La relation, c'est extraordinaire. Ouais. Merci, Adela. Une autre question peut-être, la dernière. Quand on a ouvert son cœur et qu'on s'est laissé toucher par la souffrance, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on avance? Ben, se laisser toucher par la souffrance, se laisser toucher par la vie, c'est un voyage d'une vie, hein. C'est à chaque instant, il y a cette opportunité d'être touché davantage. Et de mon point de vue, plus on se laisse toucher, plus on réalise qu'il n'y a pas de danger à être touché. Il n'y a pas de danger à être touché à chaque instant. Il y a juste ce cadeau de goûter finalement au vivant tel qu'il est et de faire le prochain pas en conséquence avec cette réalité intérieure, avec ce goût intérieur qui nous dit, qui nous fait faire un prochain pas vers la gauche ou vers la droite, hein. Le fait d'être touché, pour moi, c'est vraiment la possibilité d'être en résonance avec le vivant à l'intérieur de soi et le vivant qui nous paraît extérieur à nous-mêmes. Donc, c'est le voyage d'une vie. Il y a une expression qu'on aime beaucoup, c'est être, écouter, exister. Être, ça veut dire être avec s'il y a de la souffrance, ça veut dire être avec la souffrance, y ouvrir son cœur. C'est être complètement présent à l'expérience de l'instant. Et en étant vraiment présent à l'expérience de l'instant, ça veut dire pas aller dans l'histoire, pas projeter la cause à l'extérieur, pas se l'approprier et pas s'y opposer. Donc en étant vraiment juste présent, ouvert à la souffrance, ça me permet de découvrir que je suis une présence, que je suis la présence, hein, qu'il y a un espace de conscience qui est plus profond avant qu'il s'amoindrisse et devienne juste je suis moi, je suis cette personne qui s'est ouverte à la souffrance. Donc c'est l'invitation d'être avec la souffrance, c'est de vraiment en même temps s'y ouvrir ou se laisser toucher au cœur et être présent avec totalement pour découvrir qu'on est une présence, hein, avant tout commentaire.
Puis il y a écouter. Écouter, quand on se laisse toucher vraiment, on peut écouter ce que notre cœur nous dit, l'élan de l'âme. Il y a il y a une écoute plus profonde qui devient possible quand on n'est plus dans l'histoire et dans la projection, dans l'opposition. Ok. Donc là, si je m'écoute vraiment, si j'écoute, c'est quoi l'élan, qu'est-ce que ça me dit? Dans ce silence, il y a quelque chose qui va émerger. Il y a un élan qui va émerger, une réponse qui nous est intime, qui est vraie dans l'instant, qui peut changer dans l'instant d'après. Et puis, donc ça, il y a être, écouter, puis exister. Et exister, c'est faire le prochain pas. C'est faire le prochain petit pas. Ok, si j'ai vraiment été avec, j'ai vraiment écouté. C'est quoi le prochain pas? Le prochain pas, c'est pas ça peut être de quitter la relation, mais c'est pas nécessairement ça. Le prochain pas, ça peut être tout simplement de dire à l'autre, voilà ce que j'écoute à l'intérieur. Ça laisse un espace ouvert. Mais ça, c'est les trois mouvements. Et ces trois mouvements c'est une invitation, c'est comme une respiration, ces trois mouvements qui ne s'arrêtent pas. C'est pas on s'est ouvert à la souffrance, on a été présent, on a écouté, on a fait le pas. Voilà, c'est une invitation qui est renouvelée dans l'instant. C'est comme la respiration, c'est comme l'inspire, c'est comme l'expire. Donc voilà. Merci pour ces dernières réponses aux questions posées. Il y en a d'autres, mais je crois que le temps est court. Et voilà, je ressens aussi cette simplicité, ce désir d'union, d'unité que vous dégagez par vos mots, par vos paroles et par votre présence. Merci. Merci pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.